C'est parti. Donc, à plusieurs reprises, on a parlé plutôt de sol et puis vous faites des exercices, des travaux de groupe là où, à chaque fois, il s'agit de questions quand même à l'échelle de zones entières, de régions, de petites régions, à l'échelle du paysage, sur lesquelles on se pose la question de la façon dont, se distribue l'agriculture là-dedans, ce que font les agriculteurs et puis comment, ils impactent ou ils gèrent ou ils transforment et voilà, ils gèrent leurs ressources et leur milieu. Donc, je vais essayer d'improviser quelque chose qui nous amènerait un peu plus par là pour que vous puissiez voir le lien qu'il peut y avoir entre ce que je vous raconte et ce que vous êtes en train de faire, pour pas que ça soit quelque chose de supplémentaire, mais quelque chose qui aille dans le même sens que ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Alors, hop. Donc, globalement, bon, les sols sont ce qu'ils sont, mais à partir du moment où on est dans des espaces qui sont transformés, qui sont anthropisés, et finalement, les agriculteurs, ils interviennent sur le sol. Et ça, on vous l'apprend dès que vous rentrez en dominante, même j'imagine, dès qu'on est au collège, on en parle. Euh, donc, ils interviennent sur les sols, et souvent, la façon dont on en parle dans les écoles d'agriculture, c'est essentiellement ce qui se passe à la parcelle. Là, vous avez 3 exemples de ce qui se passe à la parcelle. Vous avez du travail du sol, plus ou moins mécanisé ou automécanisé. Et puis ici, vous avez un travail, un chantier en fait où il s'agit d'apporter du fumier sur une parcelle et de le mélanger au terrain. Une chose sur laquelle insistent beaucoup les agronomes, c'est effectivement, surtout aujourd'hui, c'est la mode, donc avec le sol vivant, c'est les teneurs en matière organique et derrière ça, il y a effectivement l'évolution des nutriments qui sont attachés au sol. Très concrètement, ça se traduirait par un schéma de ce type-là, hein. Donc là, c'est sur le taux de matière organique que vous pouvez observer en haut à gauche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que si jamais on ne fait rien, tout simplement, et bien les teneurs en matière organique d'un sol, et bien en fait, diminuent de manière assez inexorable pour atteindre des niveaux extrêmement bas. Ce qui peut avoir pas mal de conséquences, mais qui se traduit en première intention par en fait la disparition de certains nutriments, et donc un appauvrissement ou une baisse de potentiel productif des sols. Comment ça peut se faire, ce genre de choses? Eh ben, ça peut se faire tout simplement parce que les exportations sont supérieures à ce qu'on apporte, puisque pour pouvoir maintenir un taux élevé, il faut que la balance soit équilibrée. Dans pas mal de parcelles, dans des régions que vous êtes habitués à fréquenter, c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'apport de matière organique. Dans pas mal de régions, c'est parce qu'ils sont insuffisants à compenser les pertes. Ça peut être aussi, dans pas mal de cas, parce qu'à l'échelle d'un territoire, en fait, il y a des zones qui sont excédentaires, comme ici en marron foncé, alors que d'autres zones sont plutôt déficitaires, celles qui sont aux alentours en blanc, en vert, quadrillé vert et blanc. Et notamment parce qu'il y a une partie de cette biomasse qui, au lieu de retourner à l'espace et donc au sol, est exportée. Ici, vous avez des charbonniers qui, en fait, vont extraire de la biomasse pour aller les vendre à la ville, en l'occurrence ici à Kinshasa. Je suis trop vite? Non, ça va? Non, 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 c'est c'est bon. bon. Ça va. Alors, il y a quelque chose dont on parle un petit peu moins, c'est le fait que les agriculteurs, en fait, modifient la structure du sol. Puisque toutes ces actions ont des dimensions mécaniques, là, celle-ci, mais quand on travaille le sol, voilà, ça va, exemple ici, d'un passage d'engin. Donc là, vous avez une espèce de, de représentation schématique de la structure du sol liée au passage des roues de tracteurs. En fait, pour faire extrêmement simple, la légende, elle est que plus vous avez des hachures fines et rapprochées, plus vous avez des structures du sol qui sont compactées. En clair, ici, la structure du sol a été dégradée par des processus physiques, ici le passage d'engins. Or, il s'avère que, effectivement, les teneurs en matière organique et la structure du sol sont connectées
Et en ce sens, donc il y a un lien pratiquement de dépendance. Un sol sera d'autant plus sensible à la perte de structure qu'il sera pauvre en matière organique. On peut estimer cette structure ou cette mauvaise structure comme ici, qui peut conduire à l'érosion, en mesurant un certain nombre d'indices qui mesurent la stabilité structurale, etc. Donc tout ce genre de choses, j'imagine que vous en avez déjà parlé, notamment dans la dominante 1, je pense. Un petit peu, oui. Oui. Alors, il s'avère quand même que ça, c'est une façon d'aborder la question dont les agriculteurs gèrent leur sol, plus ou moins bien, mais qui se regardent essentiellement à la parcelle. Or, en fait, c'est vrai que les agriculteurs peuvent combiner beaucoup de systèmes de gestion à la parcelle qui vont modifier fortement les sols, comme ici, donc ces cultures butées, qui d'ailleurs modifient et la structure et la teneur en nutriments, puisque ces buttes sont des réservoirs à nutriments. Mais les agriculteurs, ils font beaucoup plus que ça quand on change d'échelle. En fait, les agriculteurs, à l'image de la photo, en fait, ils construisent des paysages et en fait, en construisant ces paysages, ils redistribuent, voire ils construisent complètement les ressources à l'échelle du milieu. Donc finalement, là où dans la dominante 1, vous vous êtes beaucoup concentré à l'échelle des systèmes de culture, voire même à l'échelle d'une parcelle dans un système de culture, quand vous êtes intéressé au sol, pour la fertilisation, pour les amendements, etc., pour le travail du sol ou je ne sais quoi. Ici, on va changer d'échelle d'analyse, c'est-à-dire on va monter ici sur l'axe des ordonnées, et ce faisant, en changeant d'échelle d'analyse, on va aussi changer de dimension temporelle. La, Le graphe que je vous montrais tout à l'heure sur les teneurs en matière organique, c'est quelque chose qu'on peut suivre sur un certain nombre de mois dans certaines régions ou d'années. Donc, c'est quelque chose qui se passe très vite et qui est réversible sur un pas de temps relativement court. Il faut quelques mois ou quelques années pour modifier radicalement les teneurs en matière organique, donc en carbone dans un sol. Par contre, pour construire un paysage comme vous avez ici sur la photo de droite, il faut énormément d'années. Et évidemment, ça ne se raisonne pas à la parcelle, ça se raisonne à l'échelle du paysage, à l'échelle non pas de l'individu, mais à l'échelle de la communauté. C'est plutôt à ce niveau-là, au fond, qu'on va s'intéresser, nous, là maintenant, à la manière dont les agriculteurs, en fait, gèrent leur sol et leur milieu en général. Bon, ça, je passe. Vous connaissez ça? Ça vous parle ou pas, le ZAI? Non. 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 Eh bien, c'est une... non. C'est une première façon de gérer à l'échelle d'un paysage et de longue durée ses ressources, c'est ici de se constituer des ressources dans des régions où il n'y en a pas. Ici, on est dans des régions de plateaux cuirassés d'Afrique de l'Ouest. Et ce qu'ont fait ces agriculteurs qui se sont retrouvés là un petit peu par défaut, hein, pour des raisons plutôt sociopolitiques, des gens qui se sont retrouvés on va dire, écartés, repoussés dans les montagnes, ça arrive, donc là sur les plateaux arides, eh bien en fait, ils avaient besoin de vivre, et donc ces gens ont cherché à développer des systèmes qui leur permettaient de cultiver, alors que les terrains étaient finalement extrêmement incultes. Ah, hop. Peut-être qu'il y a un imprévu. J'ai entendu ça. Ah non, j'ai vu un... Ah non, pardon. Je suis désolé, mais je vois des trucs qui Ce que c'est s'affichent. des cuirassés. Pardon? Je vous demandais ce que c'était un plateau cuirassé. Oui, c'est un plateau cuirassé, exactement. Donc, un plateau Oui, mais ce cuirassé. que j'ai Oui, pas compris. excuse-moi, je t'entends pas. Cuirassé. Ah, Tu sais vous pas, m'entendez là ou pas? tu sais pas ce que c'est ça, un plateau cuirassé. Oui, je sais Alors, pas ce que c'est. alors, un plateau cuirassé, donc bon, un plateau, ça va. Donc, c'est une surface qui domine
le niveau où courent les cours d'eau. Donc, ça veut dire on est au-dessus du niveau de base des cours d'eau. Donc, typiquement, dans ce que vous faites en ce moment, c'est le plateau de l'Ortus qui domine la zone plus en contrebas où il y a les villages de Claret et Loret. C'est un plateau. Et les cuirassés, ça veut dire que par-dessus la roche se développe un sol dans lequel il y a un horizon qui est extrêmement durci. Un horizon du sol, un horizon d'accumulation qui est riche en composés ferreux, ferriques et aluminiques et qui donc se comporte comme une roche dure. Est-ce que tu peux voir ici sur la photo, là tu as un morceau de cuirasse. Donc ça ressemble à un morceau de roche. Mais ce n'est pas une roche, c'est un horizon du sol. Est-ce que ça répond à peu près à la question? Oui, oui, c'est bon, merci. Voilà. Et donc sur ce plateau, ça fait des grands espaces qui sont relativement difficiles à cultiver. Eh bien, les agriculteurs, pour pouvoir cultiver, eh bien, ils ont fait deux choses, donc trois choses même. Ils ont creusé des trous, vous voyez, ça fait des poches ici. Dans ces trous, ils y ont été concentrés le peu de terre qu'il pouvait y avoir de disponible dans la zone, qu'ils ont mélangé avec des matières organiques. Et cet ensemble-là constitue à la fois, donc, si vous voulez, un pot de fleurs géant, mais aussi un réservoir dans lequel les eaux pluviales qui vont ruisseler sur le sol vont pouvoir se concentrer. Donc, à l'échelle d'un paysage comme ça, les agriculteurs, des sociétés entières, hein, donc c'est pas seulement un village, c'est beaucoup de villages dans cette région-là qui pratiquent cette façon de faire. Ils ont complètement artificialisé l'espace. Et cet espace de brousse inculte est devenu un paysage cultivé sous forme de ces petites poches qu'ils appellent le zaï, qui veut dire poche d'eau en langage vernaculaire. Donc voilà de quoi il s'agit. J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus pour ceux qui s'intéressent à ça. Alors ça, c'est à l'échelle d'un petit paysage. Mais peut-être qu'une façon de regarder les choses, c'est carrément de prendre ça à l'échelle encore plus grande. Donc ça tombe bien, c'était un peu le hasard, mais il s'avère que cet exemple-là, je le trouvais pas mal. Donc, ceci est un exemple qui est pas loin d'ici, à Montpellier, dans Camargue. Je ne sais pas si vous êtes allé en Camargue récemment, ou si vous avez eu l'occasion d'y faire des sorties, notamment au domaine du Merle. Certains d'entre vous sont allés au domaine du Merle? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Bon, bah, c'est pas très loin du domaine du Merle, là où on va. On va effectivement dans la région de la Crau. Donc là, ceci, c'est le diagramme thermique du domaine du Merle. Et donc c'est un exemple que je prends à partir de travaux d'étudiants. C'est essentiellement ce qu'on fait des étudiants sur le terrain. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez être amené à faire ou que vous pourriez être capable de faire. Donc, où ça se situe pour ceux qui ne savent pas, donc si on prend cette image aérienne, Montpellier est légèrement là sur la gauche et vous avez le delta du Rhône que vous apercevez ici. Donc, c'est un fleuve français qui se jette dans la Méditerranée. En termes de paysage, donc cette région-là, c'est une région qui fait la charnière entre l'espace, on va dire, autour des Alpes, l'espace de montagnes calcaires ou des basses calcaires méditerranéennes, comme vous avez ici, donc ici qui est marqué par la chaîne des Alpilles, qu'on voit ici. Voici le sommet des Alpilles, voici les paysages qu'on peut y rencontrer, pas mal de cultures terrestres. Et puis, toute une région en contrebas, donc celle auquel on va s'intéresser, c'est plutôt sur les bords du delta, qui s'appelle la plaine de la Crau, et qui constitue essentiellement un grand espace très plat, donc en contrebas des Alpilles, essentiellement occupé soit par des herbages naturels, plus ou moins naturels, soit par des grands ensembles cultivés, notamment en foin, et des grands ensembles qui correspondent à la culture irriguée. Et quand on atteint le delta, eh bien, c'est dominé par les cultures céréalières, notamment la riziculture. On a une rizière ici. La particularité de la zone qui nous intéresse, qui se situe en fait ici, c'est que c'est une zone, région méditerranéenne, donc où il ne pleut pas beaucoup, et qui n'est parcourue a priori par aucun cours d'eau.
Donc, il n'y a pas d'eau du tout dans cet espace. Vous voyez que les cours d'eau font le tour, mais ne traversent jamais cette région-là. Pour se constituer finalement des ressources, être à même de cultiver parce que c'était nécessaire, eh bien, les agriculteurs, en fait, depuis pas mal de temps, pas mal de siècles, ils ont aménagé, ils ont détourné les cours d'eau, et en particulier la Durance, qu'ils ont détourné pour créer de vastes périmètres irrigués. Ce que vous avez ici, c'est cette plaine-là, ici, qui, en fait, est en partie, aujourd'hui, en très grande partie, irriguée par des systèmes d'irrigation gravitaire qui ont finalement créé non seulement la possibilité de cultiver, et de cultiver des cultures irriguées, voici une parcelle de foin de Crau, mais qui ont constitué ce que vous apercevez ici, qui est une nappe d'eau assez énorme, dans lequel plusieurs dizaines de milliers d'habitants puisent chaque jour pour pouvoir s'alimenter en eau, se doucher, remplir les piscines, et dans laquelle un certain nombre de grosses industries, des industries minières, des industries pétrolières, puisent pour transformer, pour faire fonctionner les machines. Concrètement, ici, en aménageant l'eau, les agriculteurs ont aménagé, ont créé, constitué une nappe d'eau qui est un support pour tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas agriculteurs dans la région. N'existait pas la nappe d'eau? Comment? Avant, elle n'existait pas la nappe d'eau? Elle n'existait pas, non. Non. Alors, c'est Ok. une nappe d'eau tout à fait particulière parce qu'en plus, quand vous y allez, si jamais vous y allez en fin d'été, étant donné que ça correspond à des cultures irriguées et qu'on irrigue des cultures l'été, eh bien, l'été, la nappe d'eau est très, très, très haute, ce qui se passe normalement pas, puisque cette nappe d'eau est remplie par l'irrigation gravitaire. Elle est tellement haute que si jamais il y a des pluies, des orages de fin d'été et surtout de début d'automne, elle est tellement haute que la nappe déborde et les routes sont inondées par débordement de la nappe. Ok, énorme. Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà le type de paysage dans lequel on se situe. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas simplement ça que font les agriculteurs, en fait. Les agriculteurs, en fait, dans cette région-là, et c'est un petit peu, au fond, une partie de des thèmes qu'on cherche à vous faire explorer avec les 2 TD que vous faites sur le paysage et sur la diversité des milieux, c'est qu'en fait, un milieu, c'est jamais homogène, et en fait, les agriculteurs vont adapter, en particulier, leur façon de faire au milieu. Ici, il y a voilà, un certain nombre de grandes caractéristiques qu'on peut très grossièrement cartographier de cet espace, avec effectivement un espace calcaire où il y a peu d'eau, où il y a beaucoup de pentes, une partie de la Crau qui n'est pas irriguée, donc qui est très sèche, très caillouteuse, une partie au contraire qui est relativement humide, donc dans laquelle l'irrigation est possible, dans laquelle les sols ont des caractéristiques particulières, etc. Donc les agriculteurs, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont distribuer leur culture et leur façon de cultiver en fonction des caractéristiques de l'espace. Ici, donc, si vous êtes dans les Alpilles, donc ça veut dire avec un milieu calcaire karstique qui ressemblerait à la cause de l'Ortus, et vous n'êtes pas en mesure ou très, très difficilement d'irriguer. En tout cas, vous pouvez difficilement, même pas du tout, disposer d'irrigation gravitaire. Comme a fait exprès, l'essentiel des cultures qui se développent ici sont des cultures de type viticulture, verger, d'oliviers en particulier, donc des cultures qui ne nécessitent pas habituellement de l'irrigation. Quand il y en a, c'est une irrigation qui est très récente et qui est liée à une irrigation notamment par pompage, qui permet justement de faire remonter l'eau, et c'est plutôt des gouttes à gouttes ou des asperseurs. Si vous êtes en contrebas des canaux d'irrigation, alors eh bien, vous aurez un certain nombre de cultures qui, elles, nécessitent toute l'année ou une grande partie de l'année l'irrigation pour exister. C'est là qu'on va trouver notamment les parcelles de foin de Crau,
qui sont notés ici, qui correspondent finalement à l'essentiel des paysages. Alors évidemment, tout n'est pas complètement si évident que ça. Il y a des choses qui sont peu indexées aux caractéristiques du milieu, notamment les serres, et puis un certain nombre de cultures ici de type verger, ici, pardon, verger de pêche, qui, eux, en fait, existent non pas grâce à l'irrigation gravitaire, mais grâce au pompage dans la nappe, qui est en fait le produit de l'irrigation gravitaire. Finalement, une partie des cultures irriguées de la région sont possibles grâce à l'irrigation gravitaire, contre laquelle, dans pas mal de régions du monde, beaucoup d'institutions luttent. C'est intéressant aussi dans cet exemple-là, c'est que quand on dit s'adapter à son milieu, souvent on pense effectivement s'adapter à des contraintes en eau, je vais rapidement en parler, mais aussi à des contraintes liées au sol. Et effectivement, dans notre région, tous les sols ne sont pas équivalents. Donc vous avez, par exemple, voici des colluvions qui viennent se déposer au pied des pentes calcaires. Ça ne doit pas être très différent de ce que vous imaginez être des colluvions au pied des pentes de l'Ortus. Vous avez des sols sur des alluvions. Notez bien que voici les alluvions, voici les roches en place, voici les colluvions, voici la roche en place. Le sol qui se développe ici et là se développe sur les alluvions, pas sur la main. Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, mais les alluvions, c'est aussi une roche, du coup, on avait dit. Voilà, c'est ça. Vous avez raison. Donc, ceci est la roche-mère du sol. D'accord. Et le D'accord? sol, il commence où, là, du coup? Ben, le sol, il est là, ici. Ah, ok. D'accord? Donc, il n'est pas très différencié. Donc, ça se voit, on ne voit pas beaucoup les horizons. Ce qui est plus intéressant dans cette région, c'est pas qu'il y a une diversité de sols et que les agriculteurs s'y adaptent, c'est qu'en fait, les agriculteurs, sans le vouloir de manière délibérée, par leur système d'irrigation gravitaire, ont en fait, par-dessus euh, les terrains initiaux de l'accro, ont déposé un certain nombre de particules sédimentaires qui étaient contenues dans les eaux d'irrigation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez un sol dans la partie irriguée, eh bien, en fait, vous avez par-dessus ce genre de choses, cette terre un peu rouge là qu'on a ici, eh bien, vous avez une énorme épaisseur de sol limoneux, fin, dont la matière n'est pas en fait issue de la dégradation, de la fabrication du sol in situ. C'est finalement le dépôt qui s'est fait par-dessus la roche, par-dessus le sol d'origine, à cause de cette irrigation gravitaire. Sans s'en rendre compte, les agriculteurs ont créé les sols d'une partie de l'accro. Notamment, par exemple, ici, sur ce dessin, ça serait tout ça. Ça peut atteindre jusqu'à plus d'1 mètre d'épaisseur. Alors évidemment, dans un système comme ceci, où c'est un ensemble qui est avec des réseaux d'irrigation, eh bien finalement, la géographie des sols pour une partie de ce terrain-là ne va pas du tout suivre nécessairement la géographie liée à la topographie, liée à la type de roche. Ça va être lié finalement à l'irrigation. Plus vous aurez une parcelle qui est anciennement irriguée, ici ça peut remonter jusqu'au XVIIe siècle, plus vous aurez de sol par-dessus le sol d'origine, et plus vous aurez ce sol tout à fait particulier qui est très recherché pour y installer les cultures dans l'aggro irrigué. Si au contraire vous avez des parties qui ont été mises en place récemment, irriguées plus récemment, on va dire il y a 100 ans, il y a 80 ans, alors vous aurez très peu de sol par-dessus. Et vous aurez donc une parcelle qui sera beaucoup moins intéressante. Ça demandera de l'irriguer
plus souvent pour obtenir les mêmes résultats. Il y aura une plus grande discontinuité dans l'enracinement, voilà, etc. On est dans des régions où les agriculteurs ne sont pas contentés de transformer les sols en les travaillant directement et à l'échelle de la parcelle. On est dans des régions où les agriculteurs ont transformé l'ensemble du paysage et, par là même, sont intervenus aussi sur la nature et les caractéristiques des sols. Ça va ou pas? Oui. Oui, Oui. oui. Ça veut Voilà. dire qu'en l'espace de 3 siècles, Oui, l'irrigation a pu amener jusqu'à 1 mètre de sol, enfin 1 oui, mètre de niveau. oui. C'est énorme. Alors, vous savez, je vous ai parlé l'autre jour des sols, avec les sols qui se distribuent de l'amont à l'aval de la pente, ou qui suivent les roches-mères. Bon, bah là aussi, ça suivrait les roches-mères, sauf que les roches-mères, c'est des séquences anthropiques, hein, et les roches-mères, ça va être finalement la durée depuis laquelle cette parcelle est irriguée. Donc, les parcelles les plus anciennement irriguées sont ici, les parcelles les plus récemment irriguées sont plutôt vers l'aval. Et donc, vous avez des sols qui vont être d'autant plus épais que vous serez en amont dans le paysage. Ça, c'est un peu contre-intuitif aussi. Mais même à l'échelle de la parcelle. À l'échelle de la parcelle, quand vous ouvrez une vanne, tout à l'heure j'avais une photo, quand vous ouvrez voilà, ce genre de choses, pour que ça rentre dans la parcelle, quand vous ouvrez, eh bien, l'eau va très rapidement s'écouler dans la parcelle. Et puis, par frottement, parce que ça se fait directement dans les surfaces en herbe, qui sont toujours en herbe, eh bien, petit à petit, l'eau va ralentir. Donc, sa capacité à transporter des éléments fins loin dans la parcelle va devenir de moins en moins importante au fur et à mesure que l'eau va s'écouler vers le bas de la parcelle. Résultat, avec le temps, dans une parcelle comme ça, il y a une accumulation de sol qui se fait plus en amont de la parcelle qu'en aval de la parcelle. Vous avez deux niveaux de différenciation à l'échelle globale du paysage, avec plus vous êtes proche des alpilles, plus vous avez des sols épais, et puis à l'échelle de la parcelle, plus vous êtes proche de la martelière, si je peux dire, eh bien, plus vous avez des sols épais. Ça pose beaucoup de problèmes à des gens qui sont des spécialistes du sol, parce qu'ils détestent ça. Ça correspond à aucune loi que fabrique la nature par elle-même. Ça va? Ouais. Alors tout ça pour vous dire que c'est pas facile quand on commence à rentrer dans ce niveau quand on commence à prendre conscience de ça, c'est pas facile de dire bah, finalement qu'est-ce que c'est qu'un bon sol et qu'est-ce que c'est qu'un mauvais sol. C'est pas facile parce que déjà, pas toujours évident de bien mesurer l'impact qu'aura eu par exemple l'homme sur les transformations du milieu et donc les transformations bénéfiques ou des altérations des potentiels des sols initiaux. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ce qui est un bon sol dépend en fait de ce qu'on veut en faire. Les sols très bien pourvus en eau, faciles à irriguer, de la plaine, de l'accro humide, dans lequel on fait du foin, ne sont pas ceux pour lesquels on estime que la vigne est adaptée. Au contraire, la vigne, on va plutôt la mettre ici pour, dans le cadre de vignobles AOC, chercher à réduire un petit peu la disponibilité en eau et pouvoir obtenir des vins avec des degrés alcooliques qui sont tant soit peu intéressants, d'autant plus importants dans des régions comme ça, qui sont très touristiques et où on aime bien vendre au domaine. Donc on a intérêt à pouvoir vendre un vin AOC de propriétaire et pas du vin en cubi qu'on vendrait chez Lidl dans les Ardennes. Donc, selon le type de culture, le type de système de culture pratiqué, eh bien,
tous ces terrains ne valent pas la même chose. On pourrait dire d'une certaine façon qu'il n'y a pas de bons sols et de mauvais sols. Il n'y a que des sols qui sont plus ou moins adaptés à tel ou tel usage. La question, c'est comment on peut aborder donc cette question-là et comment on peut quand même classer les choses, classer les sols les uns par rapport aux autres, en termes de potentiel, en termes d'exigence, en termes de contraintes, s'il n'y a pas de caractéristiques absolues qui nous diraient ceci est un bon sol, ceci est un mauvais sol. Alors, ceci est une façon de faire que je peux vous proposer, ce n'est pas la seule façon. Ça ne se fait pas en plus, ou ça ne supprime pas des éléments d'analyse. C'est pour ça que vous ne ferez pas d'analyse de terre, par exemple. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas mesurer des quantités de carbone dans le sol. C'est pas la question. La question, c'est essayer de savoir, mais finalement, tout ça, c'est intéressant ou pas pour les agriculteurs. Qu'est-ce qui est intéressant dans le sol pour les agriculteurs? Ceci est une petite matrice dans laquelle on met en abscisse, enfin ici, donc en horizontal, on va mettre les systèmes de culture. Ça veut dire les cultures pratiquées et les itinéraires techniques globalement qui les composent. Et ici, on va mettre ce que j'appelle les terrains. Si j'appelle ça terrain et pas sol, c'est parce qu'il ne s'agit pas de type de sol, il s'agit de configuration qui prend en compte et le sol et la topographie, c'est-à-dire aussi les dimensions de l'objet. Et si on applique ça à l'aggro, qu'est-ce qu'on va en fait obtenir? On va obtenir ça. On va obtenir énormément de types de sol, et puis on va obtenir un certain nombre de systèmes de culture et ou d'élevage dont on va trouver des noms. Hein. Système de culture 20 pays, là, il faut vraiment savoir de quoi il s'agit. Mais donc, c'est de la viticulture, palissée, en cave coopérative, blablabla. Donc, on a la monoculture de riz, etc. Donc, vous voyez, vous avez un certain nombre d'opérations, là, d'itinéraires techniques ou de systèmes de culture qui sont classés. Alors, comment on fait? On considère qu'on va commencer ici en disant une prairie naturelle peut exister n'importe où. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de site, il n'y a pas de type de sol, il n'y a pas de position topographique dans lequel la prairie ne peut pas venir. Ses caractéristiques en seront différentes, elle sera plus ou moins riche en telle espèce, mais n'empêche qu'elle existera. À l'inverse, le foin de Crau, ou cultiver des olives en AOC ici, ce sont des cultures, des systèmes de culture qui demandent, qui sont, on va dire, très exigeants vis-à-vis des sols. On ne peut pas les trouver sur n'importe quel type de sol. Ça va? Vous avez compris l'idée? Et puis, on peut faire exactement la même chose dans l'autre sens, en disant, mais il y a des terrains sur lesquels on peut faire pousser n'importe quoi, et puis d'autres, au contraire, dans lesquels on ne pourrait rien faire pousser. Donc, on peut les classer comme ça. Si on organise ça comme ça, dans un monde complètement idéal, eh bien, la logique voudrait que, la logique attendue par l'agronome, voudrait que l'agriculteur soit d'un rationnel absolu, et donc adapte, comme par enchantement, exactement la bonne culture, la bonne façon de faire aux conditions du sol. Et donc, on aura une espèce de modèle théorique qui serait une diagonale. Comme vous pouvez l'observer ici, le modèle théorique, en fait, il est par définition théorique, et dans la pratique, il n'existe pas, ou pas beaucoup, puisque une grande partie des systèmes de culture se situe soit nettement en dessous, ici, de la diagonale, soit complètement au-dessus. Et ceci est normal. Cette façon de présenter n'a pas pour but de tout aligner sur la diagonale. Ceci a pour but de faire apparaître les choses qui ne sont pas sur la diagonale et surtout d'essayer ensuite, à partir de là, de commencer à expliquer ou à comprendre pourquoi ça n'est pas sur la diagonale. Est-ce que vous me suivez ou pas? Oui. Ouais.
Alors, est-ce que vous comprenez ce que signifie le fait d'être sous la diagonale? On va prendre un exemple. Je crois que j'avais un exemple derrière, plus simple, où il n'y avait que sur les parcelles de prairies naturelles et de foin. Donc, c'est la même chose. J'aurais dû en prendre un plus simple quand même. Qu'est-ce que ça veut dire de se situer donc sous la ligne en pointillé rouge? Ça veut dire qu'on est sur des terrains qui Oui. ont plus de contraintes que ce à quoi on pourrait s'attendre. Par exemple, le foin, normalement, on aurait plus de contraintes que ce qu'on pense. Imaginons que vous êtes censé être ici et que vous êtes en dessous. Ça veut donc dire que vous êtes globalement plutôt sur donc, des sols qui ont quoi? Pauvres. Bah, qui sont plus pauvres que ce qu'on pensait. Ah, ça peut être ça, ouais. Ça veut dire dans ces cas-là qu'on s'est trompé dans nos classifications. On va prendre les choses autrement. On est d'accord que le niveau zéro de l'adaptation, c'est on laisse pousser de l'herbe. Là, on ne fait rien, on estime que ça ne vaut rien, donc on laisse pousser de l'herbe, par exemple. Dans mon cas, dans mon exemple, donc ça fait la prairie naturelle. Est-ce qu'on pourrait trouver des prairies naturelles sur des super-sols? Probablement oui. Alors ça serait où? Ici, ça veut dire que ça serait là. Oui? Oui ou pas? Vous êtes Attendez, d'accord? quand on va vers le bas, on considère que c'est super? Oui? Ok. Dans l'exemple ici, vous voyez bien que on est sur des sols de moins en moins contraignants. Donc là, on est sur des sols, en fait, donc ici, on est sur des ensembles qui sont des sols, on va dire d'alluvions récentes, peu différenciées, où il y a beaucoup d'eau, qui sont assez limoneuses, donc dans lequel vous pouvez cultiver tout ce que vous voulez. Donc, plus vous allez par là, plus vous avez des nutriments dans le sol, plus vous avez de l'eau disponible, et plus vous avez finalement de grandes surfaces d'un seul tenant possible à mettre en culture. Parce que sur les terrains qui sont plus plats. Alors, si vous faites des prairies naturelles, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, vous pourriez faire beaucoup plus avec ces sols. Et que vous avez une utilisation finalement peu intensive du sol. Oui ou non? Oui, oui. Si par contre, donc quand vous descendez par là, c'est ça. Si par contre, vous mettez sur des sols, on va dire, très, très pauvres, là, la crosse sèche, donc en gros des gros cailloux soudés entre eux. Parfois en plus des terrains qui peuvent être acides. Donc, si en gros, si vous êtes sur une dalle de béton dans laquelle il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'eau, et que vous y faites d'une culture extrêmement exigeante vis-à-vis, par exemple, des nutriments et de l'eau, qu'est-ce que ça suppose pour pouvoir le faire dans ce genre de terrain? Il va falloir mettre beaucoup d'intrants. Ça suppose effectivement d'intensifier énormément en travail et en intrants. C'est exactement comme ça que ce genre de choses s'interprète. Donc ça suppose, pour pouvoir le faire, déjà quand même d'en être capable, ça suppose quand même des moyens, souvent des moyens financiers, des moyens humains, des moyens techniques, mais ça suppose aussi bien souvent d'y avoir intérêt. Donc ça suppose quand même que on n'ait par exemple pas à disposition les terrains qui conviennent. Or, c'est ce qui arrive souvent à l'échelle d'un individu
qui va être capable, qui va devoir, à son niveau, réaliser des choses sans avoir forcément toutes les terres idéales pour pouvoir le faire. Ça va? Bon, en manière simplifiée, ce que je vous ai raconté là, en résumé, c'est dire que finalement, la gestion agricole des milieux et des sols, c'est deux choses. C'est soit s'adapter à des contraintes, soit transformer le milieu pour en changer les propriétés. Il ne faut jamais oublier le second, transformer le milieu pour en changer les propriétés. On a souvent tendance à assimiler changement de milieu et de propriété à dégradation, ce n'est pas systématique. Alors, juste quelques exemples qui pourraient peut-être vous inspirer, en tout cas certains d'entre vous. Donc, la première contrainte à laquelle les agriculteurs s'appliquent à répondre, c'est la contrainte liée au climat. Alors évidemment, la contrainte liée au climat, dans pas mal de situations, le climat est assez homogène. Ce n'est pas toujours le cas dès qu'on rentre en zone de montagne. Je pense que le groupe qui en ce moment travaille sur les Andes en sait un petit peu quelque chose. Donc là, on va plutôt être dans les Andes centrales. Et on va regarder un petit peu très rapidement comment les agriculteurs font pour justement s'adapter à cette contrainte climat qui est quand même assez spécifique dans ce milieu-là. Alors, est-ce que ceux qui justement travaillent sur les Andes ont des petites idées là-dessus? Ils adaptent les cultures notamment. Oui, mais concrètement. Par exemple, nous, dans notre exemple, il y a 3 zones, grosso modo, selon l'altitude, ce n'est pas les mêmes températures et les mêmes pluviométries. Ouais. Et par exemple, dans la zone la plus haute, où les températures sont les plus fraîches, mais où il y a plus de pluviométrie, s'ils ont accès à ces terres, ils vont faire plus de l'élevage. Ouais. Les zones les plus basses, où il fait plus chaud, mais où il y a moins d'eau, alors ils essaient d'utiliser de l'irrigation et donc d'intensifier un peu les cultures dans ces zones-là. Mhm. En fait, c'est un petit peu ce que tu viens de raconter. C'est-à-dire qu'effectivement, selon les étages de végétation, donc ceux-ci représenteraient la montagne, et donc selon les étages, eh bien, on change de conditions climatiques. Donc ici, on est dans des régions plus tropicales. Ici, en remontant, on va être dans des régions qui seront plus tempérées d'un point de vue température, voire même avec des températures froides, voire des températures très froides. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, non seulement on va changer d'espèce dominante, mais on va aller de plus en plus vers des espèces qui tolèrent bien le froid, jusqu'au moment où on va abandonner l'agriculture pour dédier ces espaces au pâturage. Globalement, à chaque niveau d'altitude correspond à un contexte bioclimatique particulier auquel les agriculteurs vont s'adapter en y développant des usages assez différents. Attention, on est à l'échelle d'une montagne zone d'une montagne, hein, donc on est à des grandes échelles. Et pour arriver à mettre ça en œuvre, les agriculteurs réalisent ce qu'on appelle des assolements collectifs, c'est-à-dire qu'ils mettent en commun la force de travail, notamment à certains étages ou à certaines saisons. Le temps est relativement court pour pouvoir réaliser les opérations. Et donc, la seule façon de le faire, puisqu'en plus, il faut se déplacer, eh bien, c'est de mettre ensemble la force de travail pour être capable de réaliser sur un temps court, finalement, la mise en culture, en l'occurrence ici de pommes de terre, des surfaces nécessaires pour les familles. Donc, voilà un petit peu, globalement, les gradients, parce que ce que je vous raconte là, c'est un truc assez général, hein. Effectivement, selon qu'on va être plus à l'ouest, plus à l'est, plus haut ou plus bas, mais aussi plus au nord, vers l'équateur ou plus vers les tropiques, ce n'est pas exactement la même configuration et donc le même étagement. Mais globalement, cet étagement, on le retrouve dans toutes les Andes et dans toutes les zones de montagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un cas comme ça, quand on regarde ce que font les agriculteurs, leur adaptation, qu'on peut lire dans le paysage, elle se fait en fait non pas en s'adaptant à un instant T,
mais leur raisonnement, il est en fonction des dates de récolte. Ils ne se posent pas la question de savoir quand est-ce que je dois semer, ils se posent la question de savoir quand les cultures doivent être mûres, doivent être prêtes à récolter. En fonction de ça, eh bien, ils vont se poser la question suivante. Connaissant la durée du cycle de ma plante, à partir de quand je peux ou je dois avoir mis en terre les semis. Donc, attention, on a souvent, nous, en tant qu'agronome, un raisonnement d'adaptation aux contraintes du milieu et ensuite une lecture assez calendaire en disant, ben voilà, vous allez faire ci, et puis vous allez faire ça, et puis vous allez faire ci, comme si c'était un raisonnement qui se faisait comme ça, de manière progressive, comme si c'était cumulatif. Or, en fait, non. Ils ont une date butoir, ici, qui en l'occurrence ici, correspond quand même pas mal à la remontée du risque de gelée à certaines saisons. Et c'est en fonction de ça que les agriculteurs vont décider des périodes à laquelle on doit semer. Et les surfaces qui vont être concernées vont dépendre bah, à cette période-là, qui est quand même à peu près sur un mois, eh bien, de la main-d'œuvre qui sera disponible à ce moment-là. Donc, selon que la main-d'œuvre est nombreuse ou peu nombreuse, eh bien, on va pouvoir emblaver plus ou moins de surface dans les mêmes conditions agroécologiques, dans les mêmes types de sociétés, mais entre deux communautés différentes. Ça va? Ça, c'est assez important, ce raisonnement comme ça, euh, par anticipation, mais où, en fait, on revient en arrière chez les agriculteurs. Parce que si on veut explorer la façon dont ils raisonnent leur relation à l'environnement, eh bien, il ne faut pas toujours aborder les questions comme nous, on a intuitivement tendance à le faire, nous qui, en fait, ne subissons pas ce genre d'aléas et de problèmes. La deuxième chose qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à penser que les agriculteurs du monde entier, quand on parle de gestion des ressources, maximisation de la production, on a toujours tendance à penser que la maximisation, c'est en fait augmenter les rendements à l'hectare. Ce qui n'est pas nécessairement le cas partout dans le monde. Donc, effectivement, augmenter les rendements à l'hectare, c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez nous et dans beaucoup d'agricultures du monde, ça c'est vrai, qui a pour but, en fait, d'augmenter la production via, en fait, tout un ensemble de techniques qui permettent de maximiser l'efficacité de la photosynthèse. Donc, parmi ces techniques, il y a effectivement le fait qu'on va densifier les semis. Donc, on va planter beaucoup de graines à l'hectare. Il y a aussi le fait qu'on va souvent beaucoup désherber, par exemple, pour éviter justement, on va irriguer, par exemple, aussi. Dans pas mal de sociétés, c'est pas du tout ce qui se passe, et en l'occurrence là-bas, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce que les gens cherchent à faire plutôt, c'est rendre le plus efficace possible le rendement à la semence. Le rendement à la semence, finalement, les conduit, cette recherche de maximisation du rendement à la semence, les conduit à faire exactement l'inverse, on pourrait dire, de ce qui se fait dans une plaine céréalière en Europe du Nord. C'est-à-dire, au contraire, ils vont semer avec une densité relativement faible pour éviter le plus possible la concurrence entre les différents pieds qu'ils auront semés. Alors évidemment, le rendement à l'hectare va être faible, mais par contre, chaque plant qui aura été semé aura rendu le maximum de son potentiel. Donc, attention à ne pas se tromper sur les indicateurs que choisissent les agriculteurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sol fertile? Ça va dépendre très largement de ce qu'ils veulent faire et des moyens dont ils disposent pour le faire. Qu'est-ce que c'est qu'un bon rendement? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne récolte? Ce n'est pas nécessairement ce que nous, on a en tête, c'est-à-dire combien on a produit à l'hectare. Ça peut être combien on a produit par rapport à combien on a semé, tout simplement. Ça va, vous voyez la nuance ou pas? Et monsieur, qu'est-ce qui détermine qu'on raisonne plutôt en rendement à l'hectare ou en semence?
Qu'est-ce qui C'est la détermine? quantité de surface. Alors, est-ce que j'ai une réponse générique à faire avec ça? Non, j'ai quelques exemples comme ça. Il y a pas mal de régions du monde où la semence est un produit extrêmement rare. Donc, Plus rare que la terre. plus rare que la terre, oui. Ok. Et donc, c'est un bien extrêmement précieux. Avoir des semences de bonne qualité, avoir des semences donc, qui produisent à la fois quantitativement, hein, mais aussi d'un point de vue du goût, des caractéristiques, de leur sensibilité aux maladies, etc., qui produisent correctement. C'est quelque chose qui demande en fait pas mal de travail de sélection. Et les modalités de sélection dans les sociétés paysannes, ça fait souvent, ça prend du temps. Donc, quand on a une collection qui fonctionne bien, on a tendance à essayer de la valoriser au maximum et la conserver au mieux. Deuxième chose, c'est que c'est des cas ici qui sont beaucoup moins marchands que ce que nous on connaît. Donc, on ne peut pas se dire, ah bah tiens, demain matin, on n'en a plus, on va aller chez le semencier local pour en acheter. D'accord? Par contre, dans les sociétés, en l'occurrence ici, ils n'ont pas tellement de problèmes de terre. Alors, il y a d'autres exemples, typiquement des systèmes rizicoles qui ont été développés comme ça avec à peu près la même chose, qui donnent aussi des faibles densités d'ailleurs. C'est des systèmes qui cherchaient justement à être plus économes. Alors, en semences, parce que là, il fallait acheter les semences. Donc, vu que c'était cher, on cherchait à valoriser au mieux l'efficacité de la semence achetée, mais on cherchait aussi à rendre le plus efficient l'utilisation de l'eau. Parce que là, l'eau était une contrainte. Donc, en limitant la concurrence entre les différents pieds installés, eh bien, on limitait les besoins en irrigation. Je ne sais pas si je comprends. Ouais. Voilà. Je suis désolé, il n'y a pas de réponse seule et unique. C'est simplement des points de vigilance qu'il faut avoir en tête si vous êtes en mesure si vous trouvez des situations comme ça. Alors, ça ne veut pas dire hein, qu'il n'est pas intéressant pour comparer de soi-même faire des relevés de rendement, on va dire classique, à l'hectare. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que, après, nous, on prend les indicateurs qu'on veut, mais il ne faut pas se tromper sur ceux qu'utilisent les agriculteurs. Surtout. C'est pour ça que des fois, dans des textes, il y a rendement 4 fois la semence ou un truc comme ça. Mais oui. Ben oui. Okay. Vous connaissez, ça vous parle ce qu'on appelle le système de riziculture intensif? Vous connaissez ou pas? Moi, non. Non? Le SRI, vous avez jamais entendu parler? C'est Personne? des systèmes de riziculture un peu secs, là, non? Oui, c'est ça, voilà. Et avec des repiques au même moment, etc., etc. Ouais, vous connaissez un peu? Bon, vous Un connaissez peu, peut-être pas ouais. beaucoup, mais ceux qu'on a déjà entendu. Donc, effectivement, c'est des systèmes rizicoles qui ont été, on va dire, inventés, donc qui viennent de Madagascar. Et en fait, c'était justement pour maximiser le rendement à la semence. Quand on regarde, c'est énorme par rapport aux techniques qui étaient jusque-là utilisées. C'est une utilisation, c'est une amélioration, une multiplication du rendement à la semence par 2, par 3, par 4, jusqu'à par 8 par rapport aux techniques, on va dire, qui étaient jusque-là utilisées en riziculture inondée. Donc on est vraiment dans des situations de crise économique où il fallait trouver des moyens de très économes en semences. Ben, ça a été une forme de réponse qui a un certain nombre d'intérêts. Et en rendement à l'hectare, Alors, c'était c'est vendu comme étant plus meilleur en élevé, rendement plus à l'hectare, et faible là, que c'est la beaucoup plus riziculture ambigu. classique inondée. Ok. C'est souvent présenté comme étant meilleur, et quand on regarde dans le détail, en fait, c'est pas si vrai. C'est pas Et si il y a vrai. un lien entre l'intensivité en travail et le type de rendement qu'on vise ou pas? Oh, oui, oui, tu as raison. C'est souvent que quand même les agriculteurs aussi raisonnent par rapport à ça, évidemment. Mais la demande en travail va être fonction aussi voilà, des conditions dans lesquelles on va être amené à travailler. Donc,
Mais je veux dire, est-ce que par exemple, pour un rendement à la semence, en général, c'est plus intensif en travail qu'un système qui cherche plus du rendement à l'hectare ou il n'y a pas de Crois-tu? règle Et si tu là-dessus? prends les deux là, si tu compares les deux exemples que j'ai ici, Ouais. donc regarde, si tu prends là donc, tu vas semer à faible densité, d'accord? Mhm. Euh, et par contre, tu n'auras pas de concurrence entre les plants. Donc, par exemple, si tu prends Mhm. l'exemple du riz dont on parlait, tu n'as pas besoin d'enlever des plants qui vont te gêner. Tu n'as pas besoin de repiquer. Tu n'as pas besoin de sélectionner ceux qui sont bienvenus, ceux qui vont. Tu vois, tu as besoin d'éliminer une partie. Deuxième chose, puisqu'il n'y a pas de concurrence, dans un cas comme ça, en aucune façon, tu as nécessairement besoin d'irrigation. Puisqu'en fait, tu choisis un écartement pour lequel, dans les conditions d'ici, les disponibilités en lumière et en eau seront pas un problème. Par contre, Ok. ensuite, tu vas semer moins. Donc, à moins que si tu fais des semis plus ou moins manuels ou pas très assistés par des outils, alors tu vas semer plus vite. Par contre, qu'est-ce que tu vas avoir comme, Mhm. a priori, travail plus important? Bah, est-ce qu'il y a beaucoup de désherbage aussi du coup? Voilà, potentiellement, tu peux avoir plus de désherbage, puisque tu laisses plus de sol nu. Mhm. Mais dans le cas d'une société où, de toute façon, quand il s'agit ici de monter sur ces hauteurs-là, on est forcément tous ensemble, mais finalement, les activités de ce type-là vont être faites rapidement. Si tu mobilises tout le village, les parcelles sont très vite nettoyées. Mhm. Ça va? Du coup, vous êtes en train d'essayer de me montrer que en général, c'est un peu moins intensif en travail Je de dirais pas maximiser le ça. rendement à la semence. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Je Ah, dis que dans les exemples que j'ai en c'est tête, pas oui. évident, quoi. Est-ce que c'est toujours vrai? Je sais pas. Je sais pas si je dirais que c'est ça. Ok, Je suis pas en train ok, bon, il n'y a d'expliquer pas de que lien évident. ça, c'est ce que font tous les agriculteurs et c'est leur façon de penser. J'insiste surtout sur le fait que ceci est ce que nous, on pense spontanément. On a tendance à Mhm. penser ça. Et les agriculteurs qu'on fréquente, nous, ont tendance à raisonner et à fonctionner de cette façon-là. Ça n'est pas le cas partout. Voilà. Donc, voilà une façon de résumer, en tout cas, la façon dont les agriculteurs, ici, dans l'exemple que je vous ai présenté rapidement, les stratégies qu'ils mettent en œuvre pour justement limiter soit les contraintes, soit réduire les risques liés aux conditions climatiques dans les Andes. Euh, et vous voyez bien qu'à chaque type de contrainte, ça se traduit par un certain nombre de dispositions techniques. Donc, la première, effectivement, que vous voyez, c'est comment on va allouer les cultures et les élevages à l'espace. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde, ce sont quelle, quelle, quelle façon de faire on va développer pour justement, quelque part, s'adapter euh, aux conditions climatiques. Donc ça, c'est aussi bien les cultures qu'on choisit de mettre, l'ordre des cultures dans lesquelles on les met, mais ensuite après toutes les modalités techniques, donc tous les itinéraires techniques qu'on va dérouler. Et enfin, il y a un troisième cas, et ça c'est vrai partout, mais c'est vrai aussi ici, ce sont toutes les modifications du milieu naturel, c'est-à-dire les aménagements. Donc ça peut être dans des régions comme ici, tous les systèmes en terrasse, ça peut être aussi tous les systèmes d'irrigation qui vont permettre de réduire un certain nombre de risques et de lever un certain nombre de contraintes. Ces trois, ici, là, ces trois ensembles euh, ne sont pas spécifiques, au fond, aux problèmes liés au climat,
C'est finalement ce que font à peu près les agriculteurs partout. Alors, s'adapter aux configurations du terrain, donc ça, c'est ce qui paraît comme ça le plus simple. Et c'est souvent ce sur quoi on assiste quand on passe dans les régions tropicales, quand on parle d'agriculture, où en fait, on donne un schéma, j'en ai parlé à plusieurs reprises, où en fait l'agriculture se distribue dans l'espace de manière non aléatoire, avec en fait sur donc les villages qui seraient ici, et puis ensuite, par exemple sur un versant ici, on aurait très loin du village, sur les buttes cuirassées, par exemple, dont il était question tout à l'heure, eh bien, essentiellement des zones peu cultivées qui servent à l'élevage, qui peuvent servir donc, au parcours, mais qui peuvent aussi servir pour aller récupérer un certain nombre de produits. Ça peut être des produits de chasse, ça peut être du bois, ça peut être quelques plantes, etc. Ensuite, on va avoir assez loin du village ici, des cultures en général avec jachère, plus ou moins longues, des cultures souvent à base de céréales dans la rotation, avec des jachères relativement longues. Et puis, quand on va se rapprocher, non seulement les temps de jachère vont être de plus en plus réduits, donc les systèmes de culture vont être des systèmes de culture continus, mais en plus, ces espaces-là vont bénéficier de tout un ensemble d'éléments qui vont être en fait transférés de ces zones-ci vers celles-là et contribuer finalement à l'augmentation des potentiels de la partie, on va dire, proche du village. Enfin, on a ici en bas en général les zones où se situent soit les cultures irriguées, par exemple, ça peut être du maraîchage, soit des cultures qui fonctionnent avec l'inondation, comme par exemple la riziculture, si c'est des rizicultures inondées. Et ça, c'est des cultures qui sont souvent assez saisonnières et qu'on trouve même des fois pas toutes les années dans les zones les plus arides. Et c'est ça, ce genre de choses, ce genre d'organisation presque en séquence long de la topographie de l'agriculture, c'est ça qui va donner en fait ces auréoles et finalement cette redistribution de la fertilité. Au fond, les agriculteurs, en s'adaptant à des caractéristiques de sol différentes, zones cuirassées, zones squelettiques gravillonnaires, sol sableux et puis sol plus argileux en bas, eh bien, vont y installer des façons de faire et générer des flux qui vont, à leur tour, modifier les conditions initiales de l'environnement. C'est un petit peu comme ça que ça se passe dans pas mal de régions. Alors, j'avais envie de presque... Quelle heure est-il? Parce que moi, j'ai pas l'heure, là, ça s'affiche pas l'heure, 15h48. Non, moi, j'ai envie de m'arrêter là. Parce que après, je nous emmènerai trop loin. Simplement, pour vous dire, voilà, ceci. Donc, ce qu'on fera la prochaine fois qu'on sera ensemble. Donc, je le mettrai quand même sur Tisséa, ceux qui ont le temps de lire le petit bout de papier. Ça sera, on aura gagné du temps si quelques-uns. Ce qu'on fera la prochaine fois qu'on sera ensemble la semaine prochaine, c'est on décortiquera sur un cas, donc là, dans cette région-là du Cameroun, la manière dont les agriculteurs vont distribuer dans l'espace leur culture et des conduites techniques qui vont avec, dans une région donnée qui est à l'extrême nord du Cameroun, donc dans la région ici de Maroua. Voilà. Donc, bon, ça va se passer ici et on s'intéressera en particulier à la culture repiquée de sorgho qui se déroule pendant la saison sèche. En clair,
on regardera un petit peu comment les agriculteurs, ont structuré leur espace pour y produire une diversité. Alors ça, c'est... Ne vous embêtez pas avec ce qui est écrit en dessous, j'ai changé après. Je changerai. Donc, comment ils ont, dans une séquence ici, depuis le haut vers le bas, comment ils ont découpé leur espace en zones finalement agricoles, avec ici des champs de case et un certain nombre de cultures qui sont affectées aux champs de case, des fruits, des choses comme ça. Ici, des rotations à base de coton, notamment. Donc, sur des cultures pluviales, ça veut dire en saison des pluies. Et puis, ici, des subcultures céréalières aussi, mais pas à base de rotation. Essentiellement, une monoculture de sorgho. Cette fois-ci, pas du sorgho semé comme ici, mais du sorgho qui va être repiqué. Et pas une culture de saison des pluies, mais une culture de contre-saison, sous-entendu donc une culture de saison sèche. Donc on regardera ça. On regardera, en fait, on essaiera de comprendre pourquoi on a ce séquençage-là dans l'espace en termes de système de culture. On essaiera de voir quel lien ça a avec les sols, et puis on essaiera de voir quel impact ça pourrait avoir sur les caractéristiques du milieu. Voilà. Et je pense qu'il ne doit pas le point de 4 heures. Comme ça, au jugé. Oui, il est 50. Ah bah, je n'ai pas envie d'en dire plus là aujourd'hui. Parce que j'avais dit que je vous libérais. Donc, sinon, ceux qui voulaient être libérés, ils vont trouver qu'on exagère. Est-ce que vous avez quelques questions, quelques remarques par rapport à ce qui vient d'être dit? C'est quoi des plateaux cuirassés? Je crois que j'ai répondu. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur le modèle théorique, l'espèce de tableau là, et Ah. réexpliquer du coup ce que ça signifie quand on est en dessous de la ligne? Attends. Faut que je retrouve le... Oui, désolé. Qu'est-ce que j'ai fait du dégât, d'accord. Alors, il est... On va le prendre vide, c'est mieux alors. C'est mieux vide. Alors, est-ce que... Attends, faut que je partage l'écran par contre. Ça, partager l'écran. Partager l'écran. Vous voyez? Oui. Bon. Alors, peu importe comment on le fait, imaginons que on décide de mettre donc les terrains, effectivement, du plus vers le moins, par exemple. Alors, peu importe que ça soit plus ou moins, l'important, c'est qu'à chaque fois, on est ici la même chose. Donc, la logique, est-ce que tu es d'accord avec ça? La logique, c'est que si tu as une culture qui serait très, 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 très exigeante, par exemple en nutriments, eh bien, tu vas la mettre forcément sur des sols qui sont bien pourvus en nutriments. On va considérer qu'une culture qui demande beaucoup de nutriments, beaucoup d'eau, des conditions de bonne aération, donc qui est sensible à l'hydromorphique, etc. Donc, c'est une culture exigeante. D'accord? Oui. Donc, un sol qui aurait à la fois beaucoup d'éléments nutritifs, beaucoup d'eau, mais par contre, qui serait très bien drainé quand même. Tu vois, donc, ce n'est pas n'importe lesquels. Tu vois? Donc, on va dire, lui, il a beaucoup de potentiel. Donc, a priori, on va trouver facilement beaucoup de potentiel sur les sols, etc. Inversement, si tu as un sol qui ne vaut pas grand-chose, eh bien, il y a de fortes chances que tu sois tenté d'y mettre des cultures ou des modes d'exploitation qui, finalement, ne sont pas très, 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 très exigeantes. Si c'est pour avoir 3 poneys sur le dessus du plateau de l'Ortus, en fait, que tu nourris pas avec cette espèce de prairie.
mais par contre, qui est utilisé pour leur permettre de se dégrossir les pattes, alors tu vas le mettre sur les sols qui sont a priori les moins productifs. C'est la logique. Oui. Mais alors, tu pourrais aussi trouver, il y a des tas de cas où on va trouver, donc, on va trouver des prairies, donc des choses qui ne demandent pas voilà, juste de l'herbe, sur les meilleurs sols. Par Ok. exemple, on va trouver que juste à côté de l'élevage, du bâtiment d'élevage, là où bâtiment de la salle de traite, eh bien en fait, il s'avère qu'on est sur les meilleurs sols de la région. Mais on ne va pas les cultiver. Là, on a vraiment besoin pour que les vaches puissent justement aller et venir, sortir autour des bâtiments. Tu comprends? Donc on ne va pas faire ces cultures ici. On va quelque part sacrifier ces parcelles-là parce que c'est les zones qui sont proches des habitations, proches des bâtiments d'élevage. On a besoin nous-mêmes d'être proches du bâtiment d'élevage pour faire des allers-retours pour pouvoir aller s'occuper de la traite. Et donc, tant pis, on a peut-être des très très bons sols, mais on va les sous-utiliser parce qu'il est utile d'avoir un espace autour, un espace prairial autour de ces bâtiments dans lequel les vaches puissent sortir. Ça va? Est-ce que c'est pas corrélé aussi avec les objectifs de rendement qu'on peut avoir? Les objectifs de... J'ai pas compris. Rendement. Rendement? Les objectifs de rendement. Je suis pas sûr d'avoir compris en fait la question. J'ai envie de répondre oui, mais j'ai l'impression que vu que je l'ai pas bien compris, je réponds oui un peu au hasard. Tu peux développer? Euh, oui, oui, dans le cas dont vous parlez, est-ce que le fait d'avoir une prairie, ça n'a vraiment aucun sens? Ou est-ce que si on a des objectifs de rendement forts sur cette prairie, est-ce que c'est vraiment du, entre guillemets, gaspillage de terrain? Ou est-ce qu'on pourrait vraiment mettre notre culture en place? Ou est-ce que ça a quand même du sens d'avoir une culture comme ça en place en fonction des objectifs de rendement qu'on peut avoir? Si, je sais pas moi, je n'ai pas trop Non, de chiffres en tête. non, non, Si on veut mais faire 10 tonnes de matière sèche sur cette prairie-là, est-ce que c'est quand même mieux de mettre, je sais pas, une culture de maïs à la place ou pas? alors oui, bah, imaginons, donc effectivement, sa parcelle elle a toutes les qualités, c'est un bon sol, mais en plus elle est irrigable, etc. Bon, bah, si on n'en a pas absolument besoin, donc toi, dans mon exemple, hein, tu peux très bien, enfin, il y a beaucoup de cas où tu vas trouver des agriculteurs qui mettent autour rien, en fait. Et pourquoi ils mettent rien? Parce que la priorité pour l'agriculteur va être d'avoir un accès facile, 2 fois par jour, à sa salle de traite. Et lui, ce qu'il a absolument besoin, c'est donc que ça soit près de chez lui. Il ne va pas aller mettre sa salle de traite à l'autre bout du terrain, de son parcellaire, sous prétexte que c'est là qu'il y a les mauvais sols. Tu vois? Donc, son objectif de rendement, il va aussi générer des priorités. Sa priorité, ça va finalement pas être de faire le maïs sur cette parcelle-là, qui est a priori super intéressante. Ça va être d'y mettre la salle de traite parce que pour faire le rendement, le raisonnement qu'il a, c'est qu'il faut d'abord avoir du lait. Pour avoir du lait, il faut pouvoir traire. Et pouvoir traire dans des bonnes conditions, il faut que ça soit à côté. Alors après, ça peut générer autre chose. Ça peut générer le fait que sur des terrains qui, a priori, ne le permettent pas, je vais devoir faire du maïs. Donc, je vais devoir faire des cultures relativement exigeantes ici, sur des terrains qui, a priori, ne le permettent pas. Pour ça, je vais peut-être être amené à, par exemple, creuser un lac collinaire pour être capable d'irriguer. Alors que l'autre, j'avais l'eau que j'avais juste à côté avec la rivière. Là, j'ai peut-être obligé de creuser un lac, par exemple. Ou tirer des kilomètres de tuyaux, ce qui arrive aussi, pour pouvoir irriguer. Je vais le faire parce que je ne peux pas me permettre de sacrifier cette parcelle-là autrement que en zone pour que les vaches puissent rester autour de l'étang. Alors, Ok, je ne sais merci. pas si ça répond complètement à ta question, Jean-Emilien. Oui, plus ou Mais moins. C'était un peu pour expliquer de manière rationnelle les différences au modèle qu'on pouvait avoir. oui.
Et globalement, si tu trouves des cultures qui sont très exigeantes sur un terrain qui offre peu de potentiel, ça veut donc dire que tu as intensifié. Et bien souvent, tu as intensifié d'un point de vue technique, mais souvent aussi d'un point de vue financier, d'un point de vue économique. Souvent, ça a supposé du capital. Par exemple, il a fallu enlever les cailloux. Enlever les cailloux, ça suppose effectivement, bien souvent, des engins et ou du travail. Donc pour ça, il faut mettre des moyens, et pas que des moyens simplement humains, il faut souvent mettre des salaires, voilà, ça suppose du capital. À l'inverse, quand on trouve des cultures ou des modes d'exploitation très ordinaires ou très peu exigeants sur des terrains qui le sont beaucoup, bah, c'est une forme de désintensification, si vous voulez. Vous pourriez faire aujourd'hui du blé sur un certain nombre de parcelles, vous pourriez faire un certain nombre de cultures tout à fait qui pousseraient extrêmement bien autour de l'Auray ou de Clarée dans la plaine, mais vous ne le faites pas. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il est préférable pour vous d'attendre que tout ça se transforme en terrain à bâtir. Ok, merci. Alors, je ne sais pas si ça répond aussi à la question de… Qui c'est qui va poser la question, de savoir que tu ne comprenais pas bien ce truc? Et moi, et oui, ça répond à ma question, merci. Ça répond à ta question, C'est merci. C'est bon? Pas d'autres? Non, c'est bon? oui, c'est bon. Bon, ben Attendez, comment on sort de là? Voilà. Alors, donc, il doit être 16 h là, non? Moi, C'est ça, j'avais juste une petite question. Oui, pardon. Désolé de couper là à la fin. C'était par rapport aux ailes. Est-ce que dans ces cas d'aménagement du territoire, on peut observer que finalement l'agrosystème est plus productif que l'écosystème naturel qui était en place? Oui. Alors, C'était... c'est une question. Ouais, c'est une question, ouais. Repose-la, que je réfléchisse. Est-ce que là, dans le cadre du ZAI, par exemple, donc, est-ce que ces aménagements qui sont mis en place dans le territoire pour conduire l'eau dans ces trous qui sont creusés, etc., est-ce que ça permet en fait d'augmenter la productivité, d'avoir un agrosystème productif que l'écosystème naturel en place où il y aurait eu 3 arbres, une sorte de savane et en termes de biomasse produite, pas de Oui. rendement. Alors, honnêtement, je ne peux pas répondre par l'affirmative dans ce cas-là, précisément. Je ne sais pas ce qu'il y aurait. Je peux pas dire. Dans l'exemple que je m'apprêtais à rappeler à certains, parce que je pense que certains le connaissent, la réponse est oui. L'exemple que je voulais voilà, l'exemple, c'est cet exemple-là. Donc, c'est l'exemple des Gessour en Tunisie, par exemple. Donc, des aménagements qui ont lieu, qu'on voit ici, là, sur photo, qu'on aperçoit de loin. Voilà, on aperçoit Monsieur, ici. on ne voit pas votre écran. Ah, vous ne voyez pas, pardon. Donc, hop, comment on fait déjà pour partager? Oui, c'est vrai, j'ai partagé l'écran, excusez-moi. Hop, et hop. Là, vous voyez. C'est bon. C'est bon? Donc, dans ce genre de situation, ici, voilà. Donc là, effectivement, vous voyez, on est au milieu du désert, et les agriculteurs ont procédé à des aménagements avec comme des petites digues, si vous voulez, qui permettent de récupérer l'eau et la terre, les produits d'érosion en fait, hein, qui viennent s'accumuler comme ça dans les bas-fonds et ou sur les pentes. Dans un cas comme ça, il est clair que ici, cette partie-là du territoire, la productivité primaire est nettement améliorée par rapport à ce qu'elle serait à l'état naturel.
Dans le cas de ce dont on a parlé tout à l'heure, les ailes, je ne saurais pas dire. Ok. C'est bon? Ouais, merci. D'autres questions? Non? Bon, étant donné que j'avais dit 16 heures, je vous libère. Là, on est 16 heures, donc je pense que je vais vous laisser tranquille. De toute façon, s'il y a des questions, vous pouvez toujours me contacter. Et puis, on se reparlera la semaine prochaine. Et voilà. Est-ce que je peux en profiter pour faire passer une information de la part de Nicolas? Oui. Donc, Nicolas, c'était hier ou avant-hier, il était à disposition des groupes si jamais vous avez des questions un petit peu outils, un petit peu géomatiques, etc. Donc, personne ne l'avait contacté ce jour-là, ce qui n'est pas un problème. Mais par contre, vous n'avez plus qu'une semaine pour achever ce genre de choses. Vous avez vu, des fois, les traitements géomatiques, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et vous avez vu l'autre jour, quand vous avez commencé à lui montrer des choses, en tout cas, la séance auquel j'ai assisté, que vous dites voilà ce qu'on a fait, et lui, tout de suite, il va vous faire des propositions qui peuvent des fois vous ouvrir des perspectives auxquelles vous n'aviez pas pensé. Vous vous souvenez, c'est lui qui vous a relancé sur les tableaux croisés dynamiques qu'après j'ai vu un certain nombre de groupes. Vous vous en souvenez ou pas? Donc son message, c'est de dire n'attendez pas le dernier moment pour le contacter. Donc même sur des petits points de détail, n'hésitez pas à lui dire écoutez, voilà, voilà ce qu'on a commencé à faire. Est-ce qu'on peut prendre un petit moment pour voir avec vous voilà, si, si on peut faire mieux, si on est bien parti, si voilà. Faut pas hésiter à le contacter. Ok. D'accord? Ok. Voilà. Ouais. Il répondra peut-être lentement, mais il répondra. Voilà. Donc D'accord. n'hésitez pas et surtout attendez. Vous lancez pas, si vous voulez, mercredi prochain, tous ensemble, à lui faire des demandes extrêmement spécifiques. Plus vous allez avancer, plus vous risquez d'avoir des besoins spécifiques, et moins il sera capable de répondre à tous au dernier moment. Voilà. C'est tout. Je voulais pas en dire plus. Je vous remercie. Oui. Moi, j'avais une question par rapport au TD, enfin au TD paysage là, mais du coup, c'était pour savoir si vous avez 5 minutes après le cours ou. Ah, mais si tu veux, oui. C'est vrai, tu m'as acheté. Ok. D'accord. Donc, oui, c'est sûr que, écoutez, moi, ce que je propose, c'est qu'on libère tous ceux qui ont besoin d'être libérés. Puisqu'on a dit 16 heures et qu'il est dès 16h08 ou 7 ou un truc comme ça. Et merci. Et bon week-end. Voilà. Et puis ensuite, je reste avec donc Thomas et ceux qui veulent poser des questions sur le TD paysage. Voilà, au revoir. Bon week-end. Merci. On attend que tout le monde se Moi, soit un j'avais la peu. même question que Thomas, à peu près, du coup, je veux bien rester. Oui, mais vous pouvez. J'avais la même question que Thomas, un peu sur la topographie, du coup, je veux bien rester. Ceux qui veulent rester peuvent rester. Parfait. Je ne vous oblige pas à partir. Donc, quelle est ta question? Du coup, moi, j'ai regardé un peu en gros la géologie du paysage là-bas pour voir, essayer de comprendre un peu comment ça s'était formé. Donc, cette histoire de Cos et la plaine de Claret, etc. au niveau des roches. Et